Chers amis internautes, bonjour et merci de votre fidélité sur nos pages Dailymotion. Tout de suite, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir les Pyrénées-Orientales. Et pour ce faire, nous avons installé notre camp de base à Sayagousse, une petite bourgade de 800 âmes située sur la nationale 116 entre Bourg-Madame et Font-Romeu, à quelques kilomètres de l'Espagne et d'Andorre. Rien de tel qu'une ligne de chemin de fer pour découvrir une région aussi belle que les Pyrénées-Orientales. Le train jaune, également surnommé le Canari, du fait de la couleur de son matériel roulant, est une ligne exceptionnelle à plus d'un titre. Elle est en effet, avec le tramway du Mont Blanc que nous vous avions présenté il y a quelques mois, l'une des lignes les plus hautes de France. Elle culmine à 1572 mètres en gare de Bolquer. Mais la ligne du train jaune est également exceptionnelle de par son infrastructure. Ces deux ponts, le pont Gisclar et le pont Séjourné, qui étaient des prouesses technologiques du siècle dernier. Cette ligne à voie métrique présente la particularité d'être alimentée en électricité non pas par une caténaire, mais par un troisième rail latéral qui rappellera aux Parisiens leur premier métro. Le matériel, certes centenaire mais aujourd'hui rénové, provient d'ailleurs des mêmes constructeurs. Et tout cela, nous vous proposons de le découvrir avec Pierre Cantaloube. Pierre Cantaloube qui est un auteur, un ancien ingénieur de travaux publics retraité aujourd'hui, qui a vécu une grande partie de son enfance en Seine-Saint-Denis et qui connaît parfaitement la région. Alors, vous êtes un auteur qui avait rédigé un livre sur le train jaune. Il y a beaucoup de parties historiques. Alors, c'est l'aspect ferroviaire ou c'est l'aspect défense de l'économie locale qui vous a... Il y a deux, si vous voulez, deux choses. D'abord, la défense de l'économie de ce train jaune, qui est une œuvre particulièrement intéressante et qui représente, quand ça a été fait en 1900, une œuvre vraiment humaine et technique quand même considérable, hein, puisqu'il y a deux ouvrages qui sont hors du commun. Mais si on parle de l'économie, on va parler du tourisme, parce que c'est un ouvrage qui a été conçu en 1900, avec des gares qui sont situées relativement loin des villages, compte tenu que il y a des voitures maintenant qui permettent d'accéder directement de porte à porte, et que les gens sont plus âgés. Il y a eu un certain abandon d'un certain nombre de gares et de stations de cette ligne. Dans votre ouvrage, vous relatez l'historique de la ligne. Oui. Ah ben au début, c'était plus ou moins carrossable, hein, mais et ma mère, quand elle était jeune, prenait la diligence pour descendre dans la plaine. Hein. Et le fait de construire cette ligne, ça a quand même été quelque chose de formidable à l'époque, parce que ça permettait la liaison avec la Cerdagne, qui est un petit peu oubliée, qui est toujours aussi oubliée. Parce que si vous avez lu mon livre sur la Cerdagne, vous avez vu que la population a guère évolué, hein, depuis 100 ans. Ça a été utilisé par les mines, et comment dirais-je, la ligne faisait beaucoup de fret, pour ce qui permettait d'améliorer un petit peu les résultats. Parce que là, il y avait une grosse activité marchandise dans ces gares-là auparavant, dans les années 50. Il y avait les activités marchandises, il y avait la voie, elle est déposée dans pas mal de gares. Elle permettait d'aller au quai, voilà. Et puis là, il y avait la plaque tournante. Parce que toutes les gares sont faites sur le même modèle. Hein. C'est pratiquement un BV voyageur et une halle marchandise sauf accolée. les haltes. Hein. Les haltes n'ont pas ça. Le fret a disparu aussi, le fret habituel a disparu au profit des camions. Il n'y a plus de fret, on l'indique depuis longtemps. Le fret a été supprimé. Hein. Ça a été surtout un défi technologique parce qu'au départ, l'idée c'était de faire un train à voie métrique. Mais la voie métrique demande une plateforme extrêmement
extrêmement importante. Et il a fallu qu'il y ait un certain nombre de gens à l'époque, Brousse, Lax, tous ces gens-là se mobilisent pour que, parce que c'était décidé à Paris, comme toujours, hein, et pour arriver à décider que la construction d'une ligne à voie métrique à la place de la ligne à voie normale qui est d'1,435 m, quoi. Donc ça a été une période assez difficile. Et puis alors, au point de vue technique, c'est quand même une belle réussite, parce que, je vous le disais tout à l'heure, vous avez vu le nombre d'ouvrages, hein, sur une ligne qui fait 62 km de longueur, sans compter les gares, il y a plus de 4 km d'ouvrages. Il y a 2,5 km de souterrain. Ils ont profité quand même des techniques de la percée des Alpes, qui avait donné, qui avait permis au mettre au point les forages, les percements, l'air comprimé fonctionnait déjà, mais il n'y avait pas les moyens de maintenant, les moyens modernes de maintenant. Donc c'est pour ça que c'est un défi, c'est vraiment un défi technique. Déjà, il faut peut-être rappeler un petit peu les caractéristiques techniques particulières à cette ligne. D'abord, c'est une ligne à voie métrique, comme on disait. Voie métrique. Voie à courant continu, un troisième rail qu'on voit ici, le troisième rail. Sur les motrices, il y a plusieurs flotteurs des deux côtés. Donc il y a toujours la communication avec le rail, il y a toujours l'alimentation électrique. Hein. Et les conditions de construction des ouvrages aussi étaient assez difficiles, puisqu'il fallait amener les matériaux, ce qui n'était pas toujours évident. Hein. Ce qui est important aussi sur cette ligne, c'est qu'on part de 437 mètres à Villefranche-de-Conflans et qu'on monte à 1560 et des poussières à Volcaire, donc et sans crémaillère. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, tout par adhérence. Hein. Il y a un ouvrage qui est connu, c'est le pont Gisclar. Alors le pont Gisclar était connu parce que c'était un des rares ponts suspendus sur lesquels passe un train. Alors d'une part, il a pris un système de câbles spécial, et d'autre part, les poids des machines ont été limités. Hein. Le problème qu'ils ont eu avec les nouvelles machines aussi, c'est qu'ils ont dû limiter le poids pour passer dans ces ouvrages. Hein. Vous parlez du pont Gisclar, mais il y a le pont de Viaduc de Fontpédrouse, qui est assez exceptionnel aussi. Ça a été fait pondu par chez Journet. Avec son arche en forme d'ogive. Voilà, alors vous avez deux étages. Vous avez un premier étage avec une ogive, hein, et qui a été fait avec le système qu'avait mis au point Séjourné, c'est la mise au point des voûtes par rouleau. C'est-à-dire qu'on fait l'échafaudage en charpente, vous l'avez vu dans un bouquin, et on fait un premier rouleau de maçonnerie, une première partie de maçonnerie, une partie de l'épaisseur, qui permet qui permet de décintrer rapidement, et on continue la voûte entière qui pour supporter les charges que l'on supportait, sans avoir besoin pratiquement du cintre qui a été fait en bas. Alors c'est intéressant dans une vallée étroite comme celle du pont Séjourné, c'est-à-dire que on peut pas durer, c'est un ouvrage qui dure quand même assez longtemps pour la construction, mais ce qui était intéressant, c'était de pouvoir enlever les charpentes qui sont dans le lit de la rivière assez tôt, avant qu'il y ait des crues, des choses comme ça qui emportent tout. C'est un train qui a quand même eu des difficultés de mise en route, puisqu'il y a eu un accident assez sérieux en 1900, à l'inauguration pratiquement. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le système de freinage était différent de maintenant. Et que le système de freinage, pour freiner, c'était un peu comme ça, un peu partout. Il fallait que les compresseurs soient à fond, de manière que ça appuie sur les freins. Maintenant, c'est le contraire, c'est lorsqu'il n'y a pas d'air que ça s'arrête. Hein. Et alors, ils avaient commencé à mettre en route les compresseurs. Les gens qui devaient s'occuper des cales, parce qu'il était sous cale, comme il y avait une rampe, n'ont pas compris, je sais pas quoi, ils ont commencé à enlever les cales. Alors le conducteur, il a vu le truc partir, il a essayé d'abord de desserrer les freins manuels, de manière à se mettre sur les freins rhéostatiques, mais comme il était parti, il n'a pas pu l'arrêter, c'est parti comme ça. Il pleuvait, il y avait de mauvaises conditions. Il pleuvait, il y avait de mauvaises conditions. Il y avait de mauvaises conditions, les rails étaient un peu mouillés et tout ça, et puis alors c'était quand même, il y avait une motrice et des rails, il y avait deux motrices et des rails et des wagons chargés de rails. Alors là, ça n'a pas fait de feu et au Payat, ils sont reversés. Qu'est-ce qu'il faudra aujourd'hui pour que le train jaune se développe ? Puis il faut faire un effort sur les gares actuelles qui ont été vendues de manière qu'on aménage. Il y a des trucs, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous savez que je suis allé à la gare de Fontpédrouse, par exemple. Bon, elle est pas mal, cette gare, mais il faudrait 2 jours de travail pour l'aménager correctement. Oui, donc c'est un petit peu plus l'entretien, c'est l'état d'abandon, finalement. Absolument. Moi, ce que je reproche, et je reproche un peu dans mon bouquin, c'est que la SNCF ne soit pas mis d'accord avec les villages, et avant de vendre ça, de manière à obliger les gens qui ont acheté à assurer un minimum d'entretien et comment dirais-je, garder un caractère agréable pour les gens qui arrivent là.
Alors vous savez qu'ils veulent le passer à l'UNESCO. Hein. Je ne vais pas chercher à donner trop d'enseignements techniques parce que c'est pas mon but. C'était un sujet qui était déjà traité, donc... C'est déjà traité, c'est pas la peine de copier ce qu'ont fait les autres. Hein. J'ai essayé de trouver des éléments inédits et puis essayer de présenter ça de manière que ce soit... Parce qu'on va revenir un peu à votre livre, pour terminer. Ah, si vous voulez, oui. Il est quand même très riche en termes iconographique. Il y a des dizaines et des dizaines de photos, de couleurs récentes que vous avez j'ai pris toutes les photos des gares. Des cartes anciennes. Dans leur état où elles sont, parce que j'ai fait un tri, parce que j'en ai plus de 300 ou 400. Il y a un premier passage avec des cartes anciennes qui donnent la ligne. Et puis à la fin, il y a un certain nombre de documents inédits que j'ai trouvés, des lettres de séjournée, des lettres des gens du coin, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est le récit d'un compagnon qui a travaillé sur le chantier. Sur le chantier. Que vous abordez d'ailleurs en fin d'ouvrage. Voilà. Alors pour terminer, vous avez écrit d'autres ouvrages sur la région? J'ai écrit systématiquement avec la région, j'en suis au 15e ou 16e. Hein. J'écris beaucoup de monographies. Alors actuellement avec un ami qui a des quantités de cartes postales, moi j'en ai pas mal de numérisées sur ordinateur, on essaye de faire des villages en cartes postales. J'en ai fait un sur la Côte Vermeille aussi qui est assez joli. Lui il en a fait un, enfin je l'ai aidé, c'est moi qui ai fait le bouquin, mais c'est lui qui l'a sur Perpignan. On en prépare un actuellement sur les Alberts. Voilà, ça petit à petit. Beaucoup de projets encore alors. Parfait, écoutez, merci beaucoup.